Alors, Jean-Philippe Perlin avait eu l'occasion tout à l'heure d'établir une dichotomie entre le spectacle vivant et les produits culturels. Moi, je vais vous proposer un voyage au sein des produits culturels avec finalement une illustration de ce que peut être un produit culturel, qui est la bande dessinée. Alors, la bande dessinée a le mérite d'associer le texte à l'image, et je vais tout de suite nous mettre dans l'univers de l'image, puisque voilà, je vous soumets ce rébut. Je vous invite à réagir par rapport à ce rébut dès que vous pensez l'avoir décodé. Alors je vois quelques mains qui se lèvent. Voilà, je suis pas tout seul. Alors ce qui était avec cet exercice, c'est que je ne sais pas à l'arrivée si vous ne lisez pas de bande dessinée ou si vous n'avez pas compris mon rébut. Peut-être les deux. Donc pour ceux qui l'ont décodé, la solution est... Si vous lisez, levez la main si vous lisez. Ouais, en tout cas c'est bien lever la main si vous lisez les BD. Alors on a un certain nombre à lire des bandes dessinées, on a un certain nombre également à ne pas en lire, et c'est ok, il faut quand même suivre la présentation, même si vous n'en lisez pas, ça aura quand même de l'intérêt pour vous. Sachant que, moi je suis toujours surpris en fait quand je suis amené à dédicacer mes albums, que ce soit dans des librairies, dans des festivals, de rencontrer des lecteurs qui me disent « Ah, j'ai particulièrement aimé sur la page 37 quand tel personnage a dit ça. » Moi je ne me souvenais plus du tout qu'il avait écrit ça. Il me restitue les mots, mais une précision exemplaire. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait que ça l'a marqué à ce point-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une empreinte, un mémoriel plusieurs semaines après, enfin plusieurs semaines, plusieurs mois après. Et en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience, parce que ça fait maintenant 11 ans que je fais de la bande dessinée, que la bande dessinée, c'est un vrai outil d'apprentissage en tant que tel. Et ce, pour plusieurs raisons, qui nous sont familières à nous qui sommes dans le métier de la formation. Première raison, dans une BD, il y a des mots. Alors, les mots, ça fait plutôt travailler notre cerveau gauche, on va dire. La lecture travaille très le cerveau gauche. Mais on a aussi des images. Et les images, ça fait plutôt cogiter le cerveau droit. Et rien qu'en faisant interagir mots et images, on facilite la capacité de mémorisation. Et il y a un facteur en plus dans la bande dessinée qui favorise la mémorisation, c'est le fait que nous ayons une empreinte émotionnelle. Il y a une notion à la fois de plaisir de lecture, une notion de projection dans les personnages qu'on incarne dans la bande dessinée. En tout cas, une empreinte émotionnelle qui est forte, qui fait qu'en fait, on apprend des choses sans s'en rendre compte, au travers de ce que vivent les personnages, au travers du plaisir qu'on peut avoir à lire. Donc ça a été mon modeste retour d'expérience sur la BD. Alors du coup, ce qu'on s'est dit qui était intéressant de partager avec vous ce matin, c'est le processus qui peut conduire d'idées folles, qui germent à un moment donné dans la tête d'un scénariste, alors qui peuvent germer à tout moment de la journée, de l'année. Comment on passe des idées folles à un produit concret, culturel, voilà, à la fin, une bande dessinée qui en vente dans les librairies. Donc entre l'idée qui était là et ça, il y a eu un processus d'écriture, il y a eu un processus scénaristique, et ce processus, je vous propose de vous le décrire, et de vous en donner quelques arcanes. Alors, si on devait schématiser ce processus, on pourrait le découper en 6 grandes étapes. Vous allez voir qu'on va détailler une étape de pitch, une étape de synopsis, une étape de découpage, une étape de storyboard, une étape de dessin, une étape de couleur. C'est finalement un processus assez classique de construction d'une bande dessinée. Et vous allez voir que l'intention scénaristique derrière chacune de ces étapes est assez différente. On ne va pas attendre la même chose de chaque étape en fonction de la progression dans le livrable. On commence par le pitch. Il y en a 2 qui suivent. Mais on a les noms à chacun. D'accord. Alors le pitch. Alors vous voyez aussi que dans la sémantique que j'utilise, on peut établir beaucoup d'analogies avec le monde du cinéma
ou le monde du dessin animé. J'ai également travaillé dans la production de dessins animés. Le vocabulaire est vraiment sensiblement le même. On est sur les mêmes dynamiques de construction scénaristique, on est sur la même sémantique, on est sur le même processus. Le pitch, qu'est-ce que c'est? Moi j'appelle ça le code génétique de l'histoire. Le pitch, quand il est finalement bien formulé, il permet de donner au lecteur de ce pitch une idée assez complète de ce qui va se passer dans un album de BD ou dans une série. Là, je vous ai fait figurer sur la partie droite de la diapo un pitch pour une série que j'ai sortie en fin d'année dernière, ça s'appelle Chasseur d'écume. Là, je voulais vendre une saga épique sur la pêche à la sardine. Alors, le sujet n'est pas forcément rock'n'roll, hein. Et pourtant c'est passé, l'album est sorti, il a même fait un beau succès commercial, donc j'en suis ravi. Et le pitch était le suivant. Nous sommes en 1900 à Douarnenez. Jos, 12 ans, embarque pour la première fois sur la chaloupe sardinière de son père, Pierre Glohagen. C'est à travers ce regard de mousse que nous allons découvrir la pêche à la sardine, dont l'abondance ou la pénurie vont conditionner la vie et les mouvements sociaux à terre. Voilà. Vous voyez, c'est quelques mots, quelques phrases, mais qui restituent l'essence de ce qu'on va raconter dans une série de bande dessinée qui peut s'étaler, tel que c'est parti, sur 8 tomes. Voilà, ça c'est mon ADN, c'est mon intention de départ. Aristote parlait de physis, l'énergie initiale qui fait jaillir la vie. Pour moi c'est ça, c'est ce pitch-là. Et idéalement, une bonne série de bande dessinée démarre par ça. Si on n'est pas clair sur le pitch, sur ce qu'on veut raconter, sur l'intention de l'auteur, on aura beaucoup de mal à dérouler un scénario qui tient. Alors on a du pitch, quand on est dans cette étape-là, dans le processus, on a l'ambition de définir un format global de la série, alors notamment le nombre de tomes, le nombre de pages par tome. Alors on commence à avoir un premier cadrage à la fois de la matière dont on dispose pour raconter les choses, et puis de la manière dont ça va se concrétiser. On va aussi chercher à définir le contexte, le personnage, les enjeux, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un personnage se met en mouvement. Là, dans mon pitch, finalement, c'est assez clair. On est sur une pratique assez classique du rituel initiatique. Le fils qui va prendre la place du père. C'est ça le levier que je vais actionner pendant 8 tomes. Et qu'est-ce qui se passe, finalement, dans tous ces rituels d'initiation. Alors, cette étape-là, c'est également le moment de caler une première identité visuelle de la série, alors, qui peut se traduire par des designs de personnages. C'est là qu'on va commencer à affûter les personnages et finalement qui ils sont, à quoi ils ressemblent, mais aussi quelles sont leurs motivations, éventuellement comment ils bougent, comment ils se déplacent, comment ils parlent, ces personnages-là. On n'est pas encore en train de leur donner vie réellement, mais on est en train de se projeter en eux, leur donner une réalité, leur donner une consistance. Et ça, c'est vraiment l'étape initiale. Si le pitch n'est pas suffisamment étoffé et pas suffisamment solide, et si on a des personnages qui sont un peu fébriles, ou un peu marionnettes, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas d'investissement émotionnel de la part du lecteur. Ça, c'est la première étape, le pitch. Alors, c'est aussi l'étape qui nous permet, en général, d'approcher les éditeurs pour leur dire « Tiens, j'ai une idée de série, est-ce que tu es intéressé ?» Si l'éditeur nous dit « Je le sens pas, le truc de la pêche à la sardine », bon, ok, je n'irai pas plus loin dans mon travail. Je peux aussi dire, tiens, il ne le sent pas, mais moi je le sens quand même, j'y vais. Alors, en tout cas, c'est une première amorce également des éditeurs. Et ce qui va suivre juste après, c'est un travail qu'on appelle le synopsis. Alors, le synopsis, c'est un résumé de l'histoire qui est écrit. Donc, on n'a pas encore d'image à ce stade-là. Donc, c'est vraiment de l'écriture pure. Alors, en règle générale, pour moi, un synopsis d'une bande dessinée de 46 pages, donc là, vous avez 46 pages à l'arrivée, synopsis, pour moi, c'est 8 à 10 pages. C'est 8 à 10 pages. Et dans ces 8 à 10 pages, je fais un séquencement de mon histoire. Donc là, sur un tome, j'aurai entre 17 et 21 séquences. Alors, ça, c'est un peu technique, et pourtant, on va dire, c'est un levier essentiel de rythme dans une bande dessinée. Pourquoi 17 à 21 séquences? Parce qu'en gros, ça fait des séquences de 2 à 3 pages. 2 à 3 pages. En règle générale, pour lire une bande dessinée, ça dépend de votre vitesse de lecture, vous allez mettre autour de 1 minute par page. Donc en gros, toutes les 2 à 3 minutes, il
se passe quelque chose. Donc il y a soit un changement d'unité de lieu, soit un changement d'unité de temps, soit un changement de personnage. Mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose, il y a une rupture dans le rythme qui maintient le lecteur en haleine pour qu'il lise la bande dessinée jusqu'au bout. Et donc si tout va bien, le lecteur il va rester accroché et pendant plus ou moins 45 minutes, il va lire la BD. C'est pour ça que tout à l'heure on se posait aussi la question finalement du temps pendant lequel on peut mobiliser un apprenant sur une activité. Moi j'aurais envie de dire, j'ai envie de répondre à la question autant de temps qu'on veut à partir du moment où il est bien accroché. Si on arrive à le passionner, si on arrive à parfois à organiser les ruptures de rythme, finalement on peut lire. Donc on est vraiment sur ce travail de rythme là dans le synopsis. On est également sur le travail d'enchaînement entre les scènes. On cherche à trouver une logique sur la manière de raconter notre histoire. Et c'est là souvent le moment des tristes réalités où on se dit bah tiens, j'avais prévu 46 pages pour raconter mon histoire et je fais une estimation du nombre de pages dont j'ai besoin par séquence. Là, je vous montre un exemple juste derrière. Donc là, vous voyez, ça se présente comme ça. Sur chaque séquence, j'ai un descriptif assez sommaire, mais qui donne néanmoins l'intention de la scène. Et en bas de chaque séquence, là tout en bleu, j'ai le nombre de pages que je souhaite y consacrer. Donc là, je vous dis, par exemple, je vais consacrer 2 pages à la séquence 3. Et comme j'étais arrivé à 5 pages au bout de la séquence 2, ça veut dire que là, j'arrive à 7. Au bout du bout, je dois arriver à 46. Donc quand je ne suis pas à 46, c'est embêtant. Quand j'arrive à 10 pages de plus, il va falloir que je coupe, il va falloir que je fasse des choix. Donc là, c'est vraiment des choix d'auteur pour dire où est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie, de l'emphase, qu'est-ce que j'ai envie de raconter en réalité, et qu'est-ce que je vais couper. Donc là, c'est des choix qui sont parfois très douloureux, parce qu'il y a des scènes qu'on a bien senties dans l'énergie initiale, mais dont on doit faire le deuil à cette étape-là. Alors, quelques conseils quand on écrit un synopsis, au-delà de la dimension de rythme, c'est le fait d'être cruel avec nos personnages. Oui, c'est terrible, mais la vie est cruelle, et dans la bande dessinée, ça va pas, il faut qu'on soit cruel. Et bien souvent, ce qui maintient finalement le lecteur en haleine, c'est le fait qu'il y ait des enjeux autour des personnages, c'est le fait qu'il y ait des méchants. Alors j'ai mis méchants entre guillemets, parce que les méchants peuvent être incarnés par des personnages hostiles vis-à-vis d'un héros de la bande dessinée. Ça peut être également des éléments naturels. Moi, dans ma BD, là, sur les sardines, le méchant, c'est la mer. C'est la mer, avec tous ces dangers, à la fois les tempêtes, la pénurie de sardines également. En tout cas, mon méchant à moi, c'est la mer. Et la manière dont les personnages se confrontent à cet élément. Et autre point qui est extrêmement important, la fin justifie les moyens. Ce que j'entends par là, c'est qu'on ne soigne jamais suffisamment la fin d'une histoire. À la fin d'une histoire, c'est ce qui éclaire tout le reste, en fait. C'est à ce moment-là que, waouh, c'est le potentiel de waouh est là, pour le lecteur. Il peut être embarqué sur une histoire en disant, ouais, c'est sympa. Si on a une vraie fin qui est surprenante, qui l'amène sur un champ émotionnel qu'il n'avait pas exploré jusque-là, là, il y a toute une mise en abîme de la bande dessinée qui va vraiment faire la différence. Et qui va faire que, du coup, la BD va rester ancrée durablement dans la tête du lecteur. Donc moi, je soigne particulièrement les fins, à tel point que souvent les lecteurs me disent « Mais c'est abominable, pourquoi tu as terminé comme ça? J'ai qu'une envie, c'est de connaître le prochain tome. » Je dis « Bah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. » Mais c'est vraiment un levier de mémorisation, puis d'envie pour se projeter dans la suite. Ça, c'est le synopsis. Ça va? Alors, le synopsis, c'est bien. Ça nous donne une vision globale de l'histoire. Ça nous rassure sur le fait que notre histoire peut tenir dans les contraintes qu'on s'est imposées. J'ai un format de 46 pages, ça y est, j'ai vu qu'avec mes 19 séquences, je tenais 46 pages, super. Mais à un moment donné, c'est bien de redescendre et de se dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour de vrai, comment ça va se traduire dans les pages de la bande dessinée, qu'est-ce que disent mes personnages dans chaque scène. Et bien tout ça, ça va se concrétiser dans la phase de découpage. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette phase de découpage? Et bien on prend en fait chaque séquence du synopsis et on va la détailler. Quand je dis détailler,
je vous ai mis une illustration sur la droite, donc, page par page. Je vais définir le nombre de cases, et pour chaque case, l'angle de vue, le cadrage, l'action, le dialogue. En gros, qu'est-ce qui se passe dans cette case-là? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que le lecteur doit voir? Qu'est-ce que le lecteur doit voir? Alors, c'est vraiment le moment où on incarne les personnages. Et ça, on va les incarner au travers de choix de gestuels. Tiens, tel personnage est plutôt de gestuel de ce type-là. On va aussi les incarner dans le choix des mots. Tel personnage, il a éventuellement tel type de langage, un tel mot qui revient, tel éventuellement vocabulaire qui lui est propre. Donc là, on est vraiment dans le champ de l'incarnation. Et alors, il y a une bonne pratique là, pour le coup de dialogue, qui est que chaque phrase dans une BD peut avoir en fait deux objectifs. Soit il nous révèle quelque chose sur le personnage, sur qui il est, sur son identité, son ressenti, sa manière de voir le monde, soit il fait avancer l'action. Donc c'est aussi la logique du format contraint. On a 46 pages, donc on est contraint par rapport à ça. Donc du coup, chaque élément de dialogue est un élément utile. Donc du coup, en règle générale, moi quand j'écris et quand je fais le découpage, ça fait toujours marrer mes dessinateurs, mais je les réécris au moins 7 fois. Entre le premier jus du découpage et la version que je vais envoyer au dessinateur avec vraiment les dialogues définitifs, il y a 7 itérations. Je relis, je remodifie, vraiment justement pour trouver cette bonne incarnation et trouver le mot utile, le juste mot par rapport au personnage et par rapport à l'intention de la scène. Alors on a une autre préoccupation quand on découpe, c'est de gérer le page turning. C'est quoi le page turning? C'est le fait que, en tant que lecteur, vous ayez envie de tourner la page. Et ouais, c'est une vraie préoccupation pour nous. Et si à un moment donné vous arrivez en fin de page, vous dites ouais, bon c'est l'heure d'aller prendre la tisane, comme dit les petits, c'est pas gagné pour nous. Vous lâchez l'affaire. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de préserver votre intérêt jusqu'au bout, en essayant de trouver en fin de page, un élément suffisamment motivant pour vous donner envie de lire la suite. Donc là, c'est 2 pages extraites de mon dernier album, qui est Jack l'Éventreur. Donc là, on a une course-poursuite dans Whitechapel. Donc à un moment donné, l'inspecteur Aberline pense avoir trouvé le tueur, il le course. Donc là, a priori, on a quand même envie de savoir s'il va le rattraper ou pas. Okay. Sachant, vous voyez aussi également que dans la dynamique de lecture, c'est graphique, mais finalement, l'inspecteur Aberline court vers la droite et vers le bas, ce qui nous donne envie, spontanément, d'aller vers la droite et vers le bas et de tourner la page. Donc on joue sur toutes ces astuces-là pour donner envie au lecteur de continuer l'aventure. Alors cette dynamique de page turning, elle est en train d'évoluer aussi avec l'ère du digital, parce qu'auparavant, en fait, dans une BD imprimée, on est très sensible au côté des pages de gauche, page de droite. On gère le page turning sur la page de droite. Dans le digital, où vous avez une page qui s'affiche sur une tablette numérique, le page turning doit se gérer sur chaque page. Sur chaque page. Donc il y a aussi une vraie évolution de nos codes à nous et de notre manière de raconter les histoires avec l'apparition du numérique. Alors, je vous montre juste une illustration de découpage tel que ça se concrétise en fait à l'arrivée. Vous voyez, plan général sur un parc, etc. Plan moyen en plongée. Alors, on est plus ou moins en fait inductif dans les cadrages et les angles de vue en fonction des dessinateurs avec qui on travaille. Donc parfois, alors j'étais très précis là pour le coup, puis parfois on laisse aussi aux dessinateurs leur propre capacité d'interprétation et de choix dans la manière de raconter l'histoire. Et vous voyez qu'en tout cas, tout est vu. Après le découpage, c'est le storyboard. Alors le storyboard, on pourrait dire que c'est le brouillon de la page définitive. C'est à l'étape du storyboard qu'on va composer la page. On va placer ce qu'on appelle les hotspots, les points chauds. Alors les points chauds, en fait, c'est vraiment les centres d'intérêt sur la page, c'est ce qui va guider notre lecture. Dans une page de bande dessinée, notre œil, en règle générale, il fait un Z. Il part du haut à gauche, il part un coup à droite, il redescend, et ensuite un nouveau coup à droite. Donc l'objectif, c'est de placer les points d'intérêt visuels, ce qui est vraiment important que le lecteur voit
termes de cases, en termes d'éléments visuels, sur ces points chauds-là. Donc on est vraiment en travail de composition. C'est les choix définitifs de cadrage et de point de vue. Et éventuellement, c'est aussi un moment où on va retoucher des dialogues. Parce qu'on va se dire, bah tiens, ça marchait bien quand c'était écrit, mais quand on le met en scène, visuellement, là je me rends compte que mon dialogue, il est en train de tuer le rythme. J'ai un dialogue qui est trop long, ça marche pas, ça casse le rythme, c'est pas agréable à lire. Donc je simplifie, j'épure. Ou éventuellement, je vais me dire, tiens, sur telle case, ça vaudrait le coup de ralentir un peu, ralentir le temps, faire que le lecteur passe plus de temps. Et là, on va jouer à la fois sur des choix visuels et des choix de dialogue, des choix narratifs. Donc là, on est vraiment en gestion fine du rythme et de la composition pour guider la lecture. Les toutes dernières étapes, en fait, sont vraiment des étapes de réalisation. A priori, une fois qu'on a calé le storyboard avec le dessinateur, je n'interviens quasiment plus. Quasiment plus. Parce que là, on est en travail d'exécution graphique. Et là, c'est au dessinateur de faire vivre son coup de patte, avec d'une part une phase de dessin, qui va être ensuite passée à l'encre. Alors aujourd'hui, donc, soit à l'encre, vraiment, tout ça se fait sur papier, soit ça se fait de façon numérique, maintenant, dans des tablettes numériques qui permettent de faire un travail exceptionnel en se passant du papier. Et on a enfin un travail de mise en couleur, qui se fait aujourd'hui, maintenant, à 95%, également avec le logiciel informatique. Quand je suis ensuite dans la phase de découpage, là je suis dans une logique d'incarnation de mes personnages, choix des mots, choix des attitudes, choix des cadrages également. J'incarne, je donne vie. Quand je suis dans ma phase de storyboard, je cherche les hot points, pardon. Donc vraiment les points chauds qui vont guider la lecture graphique de mon lecteur. Et ensuite, dans la phase de réalisation graphique, là c'est le supplément d'âme, c'est ce que le dessinateur va réussir à relayer, qui va faire qu'on aura l'émotion et qu'on aura le plaisir de lecture. Donc ça se gère vraiment bien. Alors je vous ai mis un titre indicatif, on me pose souvent la question. Si j'avais 1 euro à chaque fois qu'on me pose la question, je serais milliardaire. Combien de temps ça prend pour faire une bande dessinée? Alors une bande dessinée de 46 pages, en règle générale pour moi c'est 3 mois d'écriture. C'est un processus discontinu, donc c'est pas 3 mois à temps complet, mais c'est 3 mois d'écriture et c'est 1 an de réalisation graphique. C'est 1 semaine par page. Donc les deux se recouvrent dans les phases de travail. En gros, il faut 1 an entre l'idée initiale et l'album qui sera publié disponible en ligne. J'en ai terminé, je vous remercie. Madame, je suis un peu loin pour vous passer le micro. Oui, mais j'essaie de créer. À partir de quel moment le dessinateur commence à travailler avec vous? Alors, en fait, dès le départ, dans le sens où parfois le pitch il peut avoir plusieurs origines. Première origine, un éditeur qui me sollicite et qui dit tiens, je suis en train de lancer une nouvelle collection. Par exemple, je lance une collection 1800. Tous les albums doivent se dérouler au 19e siècle avec des personnages connus. Donc, il me dit François, fais-moi quelque chose là-dessus. Et moi, je lui dis je te propose Jack Clémenceau. Donc là, c'est impulsion éditeur sur laquelle je rebondis. C'est parfois également une impulsion du dessinateur qui dit « j'aimerais bien travailler dans tel univers ». Par contre, je ne sais pas encore par quel bout prendre cet univers. Donc là, le dessinateur crée l'amorce, finalement, sur laquelle moi je construis et on construit ensemble. Et puis parfois, je construis le pitch tout seul et je trouve dessinateur et éditeur après. En tout cas, le dessinateur est associé dès le démarrage. J'ai beaucoup de mal, moi, à travailler sur un pitch si je n'ai pas tout de suite un univers visuel associé à ça. Donc on est en étroite collaboration tout de suite en fait. Il intervient dans le synopsis aussi? Oui, il intervient dans le synopsis de la même manière que moi j'interviens dans le storyboard. Donc on interagit beaucoup. Dans le synopsis, c'est important d'avoir finalement la lecture également du dessinateur. C'est le premier lecteur aussi du synopsis. Et le dessinateur va être amené à dire bah tiens, tu as placé telle séquence à tel endroit. Je le sens pas trop visuellement, ça va pas être intéressant à vendre, ou alors je pense que ça va être un peu mou en termes de rythme, donc je te propose plutôt de le faire comme ça. Donc on a vraiment une interaction tout au long du processus. Même si on va dire que c'est moi qui ai la main au début, c'est lui qui a la main à la fin,
et on est en réalité en interaction tout au long. Devant, oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de votre travail appliqué à la formation? Peut-être préciser ce que vous faites à la Ségos, si vous sortez du support BD. Alors, en fait, j'utilise très peu le support BD au sein de la Ségos, même si je crois aux vertus pédagogiques de la BD. Néanmoins, pour moi, le travail de scénarisation d'une offre de formation, qu'elle soit en présentiel ou en e-learning ou en distanciel, au sens large, c'est un processus qui est vraiment très proche. En tout cas, je cherche vraiment à le garder. Donc, le pitch, c'est quoi mon intention de départ, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et ensuite, synopsis, comment je découpe, et ça finalement, ça progresse jusqu'au produit final. Donc je trouve beaucoup d'analogies en fait entre le métier de la formation et le métier de la BD. D'ailleurs, on me dit souvent, tu as un métier sérieux et tu as un métier pas sérieux. Et je dis non, j'ai 2 métiers sérieux et 2 métiers pas sérieux. Les deux sont extrêmement proches. Oui, moi j'ai lu, j'aime bien lire des BD et je suis tout d'abord tout à fait sensible au graphisme. Oui. Je ne peux pas lire une BD si le graphisme ne m'attire pas. Et j'ai essayé de faire le parallèle, j'ai trouvé ça passionnant cette intervention, vraiment, j'ai fait vraiment des parallèles avec la formation. Et comment faire en sorte que justement des apprenants soient vraiment attirés par ce qu'on leur propose, même si le pitch est très intéressant, mais qu'on n'arrive pas à la faire passer parce qu'on n'a pas les moyens, je dirais. Vous travaillez toujours avec le même graphiste? Non, je travaille avec plusieurs dessinateurs et dessinatrices également. Donc moi c'est une question, parce que d'abord nous on est dans l'éducation nationale, on n'a pas forcément les moyens pour avoir les graphistes pour faire passer nos idées, et comment faire en sorte que, justement, pour accrocher nos apprenants? Alors, moi en tout cas, je suis très sensible à l'approche visuelle déjà des supports de formation, rien que ça. Je suis déjà très sensible à ça. C'est-à-dire que le fait qu'on soit aussi dans une alternance texte et image. Donc moi, à la fois, j'y intègre des dessins, j'ai aussi des photos que je peux acheter par exemple sur Photolia. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une offre de photos, à la fois des photos libres de droit et des photos qu'on peut acheter, dont on peut se nourrir pour finalement produire des supports qui sont visuellement très très jolis à regarder. Donc je suis très sensible à ça. Et je suis également très sensible au fait de surprendre nos apprenants. À la fois les rassurer, et pour moi c'est aussi un propre de la BD, je suis rassuré sur le fait qu'il y a un cadre, de la même manière que quand je suis en formation, je sais que j'ai un cadre, j'ai X minutes ou X jours de formation, j'ai un cadre, et en même temps, je veux être surpris dans ce cadre-là. J'ai envie de tourner la page. Et si on ne cultive pas cette envie de tourner la page, et si à un moment donné je ne suis pas un peu surpris moi en tant qu'apprenant, waouh, pourquoi est-ce que je resterai en fait? Pourquoi est-ce que je continuerai la lecture? Donc je suis sensible à ça également, du cadre et de la surprise. En toute bienveillance, là, bien sûr. L'idée, c'est pas de faire peur à mes apprenants. Une dernière question, peut-être? Je ferai une remarque à ce propos. Certes, l'esthétique joue, partage totalement cet avis, mais il y a également la cohérence. Nos étudiants vont chercher sur le net des ressources qui ne manquent pas, mais ce qu'ils déplorent, c'est que les chartes graphiques ou les scénarios, tout simplement, sont parfois, sinon incohérents, du moins ils ne sont pas, comment on va dire ça, jumelables, agrégables, de telle sorte que c'est fatigant d'essayer de trouver un lien dans moi ce que je résumerais à la charte graphique. Et c'est vrai que pour le coup, là, le fait d'avoir une unité visuelle, alors moi j'ai vécu ça sur des projets de BD collectifs, où on a plusieurs dessinateurs qui cohabitent. Ça peut être très difficile à faire vivre, et notamment faire vivre l'intention initiale, parce qu'on a ce problème de cohérence. Et aujourd'hui, finalement, ce qui fait le succès de grandes séries, vous voyez les grands succès aujourd'hui, français ou internationaux de la BD, c'est des auteurs qui restent présents sur leur série pendant des années, et qui assure donc finalement cette ligne graphique cohérente tout au long de la série. Et du coup, il y a une direction artistique, tout à fait.